Voilà. Une bonne matinée à tout le monde. Je vous félicite d'être si nombreux. C'est que ces questions sont vraiment des questions lourdes qui interpellent tout le monde, qui nous amènent à tenter d'analyser. Le professeur Legrand a dit que ça sera une analyse sociologique, c'est écrit ainsi dans la fiche même. Le problème, c'est que la sociologie est munie parfois devant de réalités aussi extrêmes, aussi difficiles, quoi. C'est pour ça que l'approche conjointe de la psychologie et d'autres choses, et au-delà de toute une réflexion, je dirais, humaine sur cette réalité, au-delà de toutes les disciplines, parce que ces disciplines sont nées pour analyser des réalités entre guillemets ordinaires de la vie quotidienne, même si parfois très difficiles. Et elles sont parfois démunies à comprendre des gestes aussi radicaux que ceux de jeunes qui partent et qui, en chantant vers la mort, c'est vrai que ce n'est pas nouveau dans l'histoire. Donc on va essayer d'analyser. J'avais noté de prendre distance. Dans ces événements, j'avais déjà vécu la même chose au moment du 11 septembre, que dans ces moments dramatiques, dramatisés aussi par les médias, par les passages en boucle des images. Parfois, on manque de recul sur les réalités, et donc il est important de prendre distance, si possible, mais aussi pour avancer en regardant peut-être plus loin et au-delà, et en aval et plus loin de l'événement, ou des événements tragiques qui nous frappent, quoi. Donc c'est un peu ça qu'on va essayer de faire. Je ne sais pas si c'est de la sociologie, pas tellement tout qu'on fait, je ne sais pas bien. J'avais pensé de mettre quelques prémices d'abord, justement pour voir si parvenir à prendre distance, dire quelque chose sur le processus de radicalisation, mais nous avons vu le film de Madame Bouzard qui travaille très bien sur ces questions. Je me limiterai à dire ce en quoi je compléterai le discours de Madame Bouzard par rapport à l'analyse tout à fait intéressante qu'elle fait, pour passer ensuite justement à quelques points vraiment rapidement sur cette nécessité peut-être, dans une vision plus de moyen-long terme, de regarder plus loin, et en se méfiant enfin de quelques obstacles que nous tous, aussi bien de non-musulmans que des musulmans aujourd'hui, nous devons dépasser. D'ailleurs, j'évoque ici la référence directe à musulmans et non-musulmans, parce que de plus en plus, depuis au moins 7 ou 8 ans, je ne parviens plus à raisonner ces questions qu'en termes de réciprocité, d'action réciproque, de regard réciproque et d'action réciproque. Parce qu'il n'y a rien à faire, désormais nous cohabitons sur le même espace, nous sommes dans le même bateau pour le dire simplement, et il n'y a rien à faire, on ne peut plus que raisonner en étant attentif au regard de l'autre, à comment l'autre pose les questions et réciproquement des deux côtés, et en sachant qu'on ne peut s'en sortir de ces situations que en travaillant avec ceux qui le veulent travailler ensemble. C'est ce que j'avais dit dans un concept qui est un peu compliqué. J'avais parlé de co-inclusion réciproque. La nécessité que mon regard inclue le regard de l'autre et soit capable, ça ne veut pas dire, comme je le dirai tout à l'heure, un dialogue naïf, une sorte de rénonciation à ce qu'on est, mais en sachant qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous est ce qu'on est, seulement s'il est capable d'inclure l'autre dans ce que nous sommes. Les identités sont relationnelles, mais en même temps substantielles. Mais alors, juste pour prendre un peu de recul, simplement pour rappeler que la radicalisation politique, en sciences politiques, les radicalisations, c'est-à-dire des formes d'acteurs, de groupes qui voient le monde de manière binaire, quel qu'il soit, les bons et les mauvais, nous et les autres, de manière exclusive, qui sont à la recherche d'une solution, d'obtenir tout et tout de suite, donc ils n'ont pas la patience du temps,
Donc une critique des modalités de la démocratie, par exemple, qui demande un processus long, qui demande des processus longs, qui demande de la patience, qui demande de la négociation, tout et tout de suite, qui envisage des pratiques en dehors de ceux qui sont des processus mis en place, pratiques de masse, de type révolutionnaire ou pratiques armées, et qui requiert un engagement total. Alors ce processus qui est commun à tous les processus de radicalisation, qu'ils soient des radicalisations idéologico-politiques, de droite ou de gauche, nous les avons connus. M. Van Berbeek rappelait l'histoire du XXe siècle. Nous avons connu ces radicalisations, le communisme versus le fascisme, et réciproquement, ou nationalistes, tout simplement. Et aujourd'hui, nous connaissons celles également de matrice islamique, et nous les connaissons depuis, c'est une histoire qui est maintenant à 40, 50 ans en gros. C'est à partir de ce moment que la nouvelle forme de radicalisme, ou de nouvelles formes de radicalisme musulman sont apparues à la scène du monde et qui ont pris des dimensions différentes. Dans les années 70-80, le radicalisme motivé ou référencé à l'islam était surtout un radicalisme qui est apparu en Égypte, qui est apparu au Maroc, qui est apparu en Tunisie ou dans d'autres pays, et qui avait le but avant tout de transformer les sociétés musulmanes elles-mêmes. Les groupes de radicaux égyptiens, par exemple, s'en prenaient à tout l'héritage nassérien, ils s'en sont pris à Sadat, ils s'en sont pris au Maroc également. Des groupes voulaient, voilà, réformer, changer, modifier le tournant pris par les États nationaux qui étaient arrivés à l'indépendance nationale à l'enseigne de la laïcité, du socialisme arabe, de tout ce que vous voulez. On a vu à partir des années 90, entre autres après l'événement de Khomeini au pouvoir en Iran, en 79, pardon, on a vu là apparaître une nouvelle forme de radicalisme qui alors juxtaposait. On faisait une fuite en avant, ça dépend des interprétations et des situations, juxtaposé à ce radicalisme national, un radicalisme international, une visée internationaliste, qui aura son apogée, son aboutissement, qui se juxtaposait donc au radicalisme national, et cet internationalisme alors avait un autre ennemi, visait une autre chose, non plus seulement les pouvoirs nationaux, mais également les pouvoirs mondiaux ou les pouvoirs dominant le monde ou supposés dominer le monde, et qui a eu comme aboutissement l'action d'Al-Qaïda au 11 septembre. Ceci s'est prolongé dans les années 2010 avec une série d'attentats qui semblaient être une sorte, à mes yeux, qui me semblait être un peu le dernier coup de queue du dragon, quelque part, le dernier. Et puis, à partir de 2011, en se greffant sur les incertitudes liées au printemps arabe, on a vu ressurgir d'autres et de nouveaux phénomènes, avec une articulation nouvelle entre le national et le global et l'international, et en plus avec cette dimension nouvelle qui est celle de cette globalisation induite par l'Internet. Donc on est là dans une conjoncture actuelle dont l'horizon est difficile à dessiner. Il n'y a pas de prophète pouvant dire ce qu'elle adviendra de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman et à l'extérieur. Et donc nous sommes dans cette situation d'incertitude qui accroît l'incertitude parce qu'on ne sait pas bien vers où on va aller, vers où cette réalité va nous amener. Ce qui n'empêche que dans cette incertitude, il faut agir pour tenter de faire advenir quelque chose. Alors, autre prémisse concernant, pour prendre un peu de recul, ce départ des jeunes au combat dans une idéologie djihadiste. Encore une fois, on a vu d'autres épisodes de jeunes qui sont partis dans l'histoire pour d'autres causes et pour d'autres événements. Eh bien, ce qui aujourd'hui, dans l'espace européen, et si on compare, et en Belgique, et si on compare aux tranches d'âge plus ou moins équivalentes de ces jeunes qui partent en gros entre 18 et 35 ans ou quelque part par là, eh bien on est environ à 1 pour 1000 de la population jeune ici.
ce qui n'est pas énorme, mais en même temps c'est déjà 1 pour 1000 de trop quelque part, mais la réalité est celle-là. Évidemment, même si ils ne sont pas nombreux, et ce sont des actes lourds de conséquences pour eux-mêmes et pour leur famille, pour ceux qui sont victimes, pour la société. Donc on est devant ce phénomène, vraiment presque à l'effet papillon, donc tout compte fait des phénomènes limités en ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne ici. Ce n'est pas en ce qui concerne la Syrie ou l'Irak ou d'autres, mais en ce qui nous concerne, ils ne sont pas énormes, mais en même temps, ils sont des phénomènes très lourds sur le plan moral, sur le plan humain et sur le plan des conséquences. Conséquences qui sont des conséquences aujourd'hui, aussi bien pour tout le monde, encore une fois, sont des conséquences pour les non-musulmans, sont des conséquences pour les musulmans qui les vivent, outre que les personnes directement concernées. Voilà, donc c'est quelques prémices juste pour situer les choses. Maintenant, un petit mot sur la radicalisation, sur ces processus. Voilà ce que M. Legrand disait, l'analyse sociologique, mais j'ai tenté, mais Mme Bouzard a dit une partie au moins des choses essentielles. J'ai tenté de ramasser tout ce qu'on peut dire à partir des sciences sociales, moins de la psychologie, mais plutôt de la psychologie sociale, de la sociologie ou d'autres. Mais de toute manière, je passerai rapidement. Ce qui me frappe, ce que je voulais dire pour commencer, c'est que prendre en compte le fait que cette décision au départ nous amène dans un univers très complexe, une décision et une réalité très complexes, à des multiples facettes. Ce qui est important à retenir, surtout si on veut faire de la prévention, me semble-t-il, parce qu'on ne peut pas s'attaquer seulement à une question, à un aspect. On est devant une réalité complexe.